Et notre invité politique ce matin, c'est Nicolas Bay. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député européen, membre du Rassemblement national, vice-président du groupe Identité et démocratie au Parlement européen. Merci d'être avec nous ce matin. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Pascal Jalabert. Bonjour Pascal, du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. On commence par cette crise sanitaire, Nicolas Bay et Jean Castex, qui finalement n'a annoncé aucune mesure restrictive pour faire face à la recrudescence de l'épidémie de Covid. Est-ce qu'il a bien fait, Jean Castex ? Je crois qu'il y a une nécessité absolue, c'est la clarté, parce que c'est la clarté qui a fait défaut depuis le début de cette crise sanitaire. Et on a un gouvernement, finalement, qui, à chaque fois qu'il est dans une situation où il faut prendre des décisions, et sans doute des décisions difficiles à prendre, eh bien, se caractérise par une sorte de flottement, on entend des voix discordantes, et c'est ce qui avait abouti, on s'en souvient, il y a quelques mois seulement, au début de la crise sanitaire, à entendre tout et son contraire, tout et n'importe quoi. On nous expliquait que les masques n'étaient pas utiles, simplement parce qu'on était incapable d'en fournir. On nous expliquait que tester tout le monde n'était pas utile, alors que de toute évidence aujourd'hui, tout le monde voit bien que c'est très important de tester massivement, parce que ça permet ensuite d'isoler, de traiter. Bon. Donc, la nécessité, c'est pas tant de prendre une mesure forte ou symbolique qui serait une solution magique. Tout le monde a bien compris qu'il n'y en avait pas et qu'il va falloir en effet vivre avec ce virus et la menace qu'il représente sans doute encore pendant plusieurs mois. Mais responsabiliser plutôt que de sévir, c'est la bonne méthode ? Oui, mais ce n'est pas forcément ce que fait le gouvernement. Jusqu'à maintenant, il a infantilisé les Français. Il a essayé de traiter nos compatriotes comme des enfants, avec des mesures parfois contradictoires entre elles, alors que les Français ont fait preuve, eux, d'un grand sens des responsabilités. Les Français ont fait preuve de beaucoup de civisme, de beaucoup de discipline, alors que ce sont les libertés fondamentales qui ont été quand même rognées de manière majeure comme jamais dans notre histoire politique récente. Donc je crois que la contrepartie, c'est que le gouvernement doit dire la vérité aux Français et doit prendre des mesures claires et cohérentes et ne pas avoir une kyrielle de... Pourquoi le gouvernement ne dit pas la vérité aux Français aujourd'hui ? Bon, non, mais je ne dis pas que ponctuellement aujourd'hui, il ne dit pas la vérité. Je dis simplement que d'une manière générale, on doit avoir une cohérence entre les décisions qui sont prises. On restreint les libertés individuelles. Sans doute est-ce en partie nécessaire, mais la contrepartie, c'est de dire aux Français que les décisions soient claires, qu'on n'ait pas, en fonction des territoires, des décisions totalement contradictoires. Voilà. Les Français, je pense, accepteront encore de faire preuve de beaucoup de discipline pendant plusieurs mois. Voilà. Ils attendent simplement que le gouvernement dise les choses clairement, avec des règles claires qui s'appliquent de manière cohérente. Quand on voit ce qui s'est passé à Nantes, là où il y a une rave party, où on beaucoup assumé de ne pas avoir le masque, les manifestations des Gilets jaunes, même s'il n'y a pas eu grand monde, beaucoup avancé non masqués, peut-on vraiment faire confiance ou alors, de temps en temps, faut-il y aller avec des amendes et des mesures beaucoup plus strictes ? Écoutez, je crois que c'est surtout le problème de réunions où il n'y a pas d'organisateur identifié qui veille à ce que les mesures barrières soient respectées. Et c'est exactement ce cas-là. Cette manifestation des Gilets jaunes, d'ailleurs, c'est plus tellement des Gilets jaunes, c'est surtout des cagoules noires. On voit bien que c'est un mouvement qui a été complètement parasité, dénaturé par l'extrême gauche. Je rappelle qu'initialement, les Gilets jaunes, c'était un mouvement contre l'hyperfiscalité, contre les excès de taxes sur le carburant. Et puis ça a révélé la fracture démocratique, la fracture territoriale. Et mouvement que le Rassemblement national soutenait. Oui, bien sûr. Vous ne le soutenez plus aujourd'hui ? C'est pas ça, c'est qu'on a apporté une réponse politique. On comprenait évidemment les revendications des Gilets jaunes. On apporte une réponse politique. La fracture démocratique, la nécessité, par exemple, de mettre en œuvre un système référendaire, d'avoir des modes de scrutin qui soient démocratiques, c'est-à-dire la proportionnelle, la fracture fiscale, c'est-à-dire en finir avec l'hyperfiscalité. La France, 47% de son PIB en prélèvement obligatoire, ce qui fait de nous un des pays les plus fiscalisés au monde. Voilà, ça, et donc on apporte des réponses sur ce politique. C'est notre rôle de parti politique. On soutenait le mouvement des Gilets jaunes au départ. Aujourd'hui, tout le monde a bien compris que ce n'est plus des Gilets jaunes. Tout le monde a bien compris que l'extrême gauche a réussi progressivement à parasiter ce mouvement. Et aujourd'hui, il s'est réduit comme peau de chagrin. On a eu finalement très peu de manifestants et dont beaucoup sont très éloignés des préoccupations initiales. Donc clairement, le mouvement, dès qu'il se présente aujourd'hui, vous ne le soutenez plus ? Il reste sans doute au milieu de ces manifestants quelques gilets jaunes sincères, donc on peut toujours les soutenir. Mais en tout cas, on ne soutient évidemment pas les milices d'extrême gauche qui aujourd'hui ont essayé de récupérer finalement ce mouvement.
Allez, on va passer à l'actualité de l'Union européenne, puisque je le rappelle, vous êtes député européen, Nicolas Bay. Et c'est d'abord ce plan de relance de 100 milliards présenté par la France, sur lequel l'Union européenne va se prononcer, puisqu'elle le finance à 40%. Est-ce que vous le soutenez, ce plan? Est-ce que vous le voterez? Le plan de relance français, essayons de distinguer les choses. Le plan de relance français de 100 milliards présenté par Bruno Le Maire il y a quelques jours, tout le monde comprend bien que c'est une goutte d'eau. Évidemment, le chiffre de 100 milliards peut sembler impressionnant, mais rapporté à la situation du pays, on a une dette publique qui est passée de 2200 à 2500 milliards, on a un chômage qui était déjà très élevé avant la crise, qu'il est encore beaucoup plus aujourd'hui, ça reste assez limité. On a eu l'occasion de rappeler que ce qui fait défaut, notamment, ce sont des vraies mesures fortes en direction des TPE-PME, parce que c'est là que les emplois sont menacés, c'est là que les faillites risquent d'être très nombreuses. Or, le gouvernement s'est focalisé essentiellement et envoie de l'argent et des subventions essentiellement sur les grands groupes. Donc c'est sans doute la première grande faille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir un certain nombre de fleurons, de grands groupes français qui sont menacés, mais en tout cas, il faut quand même soutenir les TPE-PME, notamment par des annulations et pas simplement des reports des charges fiscales et sociales, parce que la perte de chiffre d'affaires ces derniers mois, elle a eu un caractère définitif et irréversible. Donc le simple report n'empêchera pas les faillites et n'empêchera pas le chômage dans un certain nombre de secteurs. Donc le plan, il est insuffisant. Mais vous parliez du plan européen. Il a un peu les mêmes défauts. En réalité, le plan européen, il représente 750 milliards. Donc évidemment, c'est très impressionnant comme chiffre. Sauf qu'à l'échelle continentale, 27 pays, c'est finalement pas grand-chose dans chaque pays. La France devrait toucher 38 ou 39 milliards dans ce plan. Mais la question, c'est pas de savoir combien on va toucher. C'est de savoir combien on va payer. Or, il y a 9 pays contributeurs nets au budget de l'Union européenne, dont la France n'est pas des moindres. Et donc, il est évident que nous, on va payer beaucoup plus dans les années qui viennent, parce que cette dette, il faudra la rembourser, que ce qu'on va toucher aujourd'hui. Donc, non seulement ça ne va rien nous rapporter, ça va nous coûter, comme à chaque fois avec l'Union européenne, mais de surcroît, ce n'est pas nous qui allons décider comment cet argent va être utilisé, puisque c'est la Commission européenne qui a la main sur l'usage qui est fait de cet argent. Donc, vous vous y opposez à ce plan? Oui, nous sommes opposés au plan tel qu'il a été présenté. Et puis, il y a un certain nombre, je ne vais pas rentrer dans tous les aspects techniques, mais il y a un certain nombre de dispositions qui sont assez scandaleuses. On essaye d'attaquer la Hongrie et la Pologne en bloquant les aides financières européennes parce que les choix politiques qu'ils font contre l'immigration, par exemple, ne plaisent pas à Bruxelles. Voilà. On voit surtout qu'il n'y a pas de plus-value. En fait, la vraie question qui est derrière, c'est ça. Quelle est la plus-value de faire les choses à l'échelle de l'Union européenne? Il n'y a aucune plus-value. On voit bien qu'on n'aura pas plus d'argent, qu'on n'aura pas une dette moins élevée, au contraire, et que de surcroît, on est dans une espèce de carcan qui n'est pas forcément avec des contraintes qui sont totalement dissociées de nos intérêts à nous. C'est-à-dire que l'Union européenne va nous demander d'utiliser l'argent de telle ou telle manière, alors que l'intérêt de la France, ce serait au contraire de se focaliser sur d'autres secteurs. Donc voilà, on aurait plutôt intérêt à reprendre nos billes et à prendre les décisions au niveau national. Mais soyons clairs, cette crise, ce qu'elle a révélé, c'est aussi qu'il y a des pays qui avaient une situation économique et financière saine avant la crise. Ils ont une capacité à rebondir qui est évidemment bien meilleure que la France, qui avait déjà un chômage endémique, qui avait déjà des déficits publics très lourds, qui avait déjà une dette exorbitante, qui avait franchi la barre des 100% du PIB avant la crise sanitaire. Allez, l'autre actualité de l'Union européenne, c'est cette crise migratoire, des incendies qui ont ravagé le camp de migrants de Moria sur l'île de Lesbos. Et hier, dans Le Parisien, Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui déclare « Nous sommes prêts à accueillir dans les prochains jours une centaine de migrants, parmi ceux qui ont vécu le drame de Moria, notamment des mineurs isolés ». Est-ce qu'il a raison, Clément Beaune? Est-ce que la France doit faire preuve de solidarité et d'humanité? Non, mais il a totalement tort. Pourquoi? Parce que dire on va accueillir 100 migrants et chaque pays y va de son petit geste, eh bien, ça va inciter des centaines d'autres à venir, des milliers d'autres, des dizaines de milliers d'autres. Et donc, en fait, il y a un drame sanitaire et humanitaire. Donc on ne fait rien, on ne les accueille pas? Non, c'est pas ça. Il y a un drame à Moria. Mais pourquoi il y a un drame à Moria? Parce qu'on les a laissés venir, parce qu'on les a laissés s'installer là et qu'on n'a pas mis en œuvre les mesures de fermeté, à la fois en amont pour les empêcher de venir et en aval pour les renvoyer dans leur pays d'origine. Voilà. On sait très bien que ceux qui sont à Lesbos, comme ceux qui arrivent sur les côtes italiennes, en Sicile, etc., ne fuient pas la guerre. Il y a une infime minorité qui fuit la guerre. Ils ne fuient pas les persécutions et ne sont pas éligibles au droit d'asile. Ils viennent pour des raisons économiques. Voilà. Et donc,
on ne peut pas accepter cette immigration-là. Et à chaque fois qu'on se donne bonne conscience et qu'on a des gouvernements qui disent on va en accueillir quelques centaines, on va prendre notre part, eh bien, évidemment, ça va inciter les filières de passeurs à redoubler d'ardeur pour faire venir encore plus de migrants. Il y a des femmes et des enfants, là, regardez les photos. Que fait-on concrètement? Mais concrètement, eh bien, évidemment, s'il y a des besoins de médecine d'urgence, etc., on met en œuvre, mais ensuite on expulse. On expulse, c'est la seule manière d'en sortir. Sinon, eh bien, au lieu de tarir le flux, eh bien, on va l'amplifier. Et c'est ce qui se passe depuis maintenant des années. Et quand les pays les refusent... Ceux qui se promènent avec la charité en bandoulière en espérant qu'il faut les accueillir, c'est ceux qui sont responsables des drames en Méditerranée. C'est parce qu'on les incite à venir, qu'on leur dit vous serez accueillis, vous ne serez pas expulsés, même si vous entrez illégalement, qu'ils prennent des risques inconsidérés, qu'ils viennent et qu'ils sont entre les mains de filières criminelles. Ils sont entre les mains de filières criminelles qui gagnent de l'argent, qui les traitent pire que des animaux et qui se moquent éperdument qu'il y en a un certain nombre qui meurent lors de la traversée. Donc, est-ce qu'on continue avec ce modèle-là ou est-ce qu'au contraire, on fait preuve de fermeté? Parce que la fermeté, c'est l'humanité. Si on veut justement les protéger et éviter les drames, eh bien, il faut faire en sorte qu'ils ne puissent pas venir. Il faut d'ailleurs empêcher les flux dès le départ des côtes d'Afrique du Nord ou de Libye. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, on traite le problème très tardivement lorsqu'ils arrivent sur les côtes grecques. Voilà, ce n'est pas une attitude responsable. Mais la Commission européenne qui doit proposer d'ici fin septembre, je crois, des règles justement pour une gestion équilibrée entre les différents pays de ces migrants, équilibrée entre responsabilité, solidarité. Pour vous, ça doit être quoi ces règles? Pour vous, c'est on n'accueille plus personne? Mais l'Union européenne ne sort pas de son logiciel, de son schéma qui consiste à dire on va faire venir cette immigration. D'ailleurs, ils l'assument. Beaucoup, y compris les commissaires européens, ont dit qu'on avait besoin de cette immigration pour équilibrer, par exemple, nos systèmes de retraite, ce qui est évidemment complètement faux. On a un chômage de masse qui fait que cette immigration ajoute de la précarité sociale et des drames à une situation déjà difficile dans beaucoup de nos pays. Donc, je crois qu'on ne peut rien attendre de l'Union européenne. En revanche, il doit y avoir une vraie coopération entre les nations pour protéger les frontières, et en particulier les frontières sud, puisqu'il y a 4 ou 5 pays en réalité qui sont concernés. Il y a la Grèce, il y a la Bulgarie, il y a l'Italie, la France et l'Espagne qui sont les pays en première ligne de cette immigration clandestine. Mais il faut commencer par dire les choses. On les présente comme des réfugiés. Ce ne sont pas des réfugiés. On les présente comme des gens qui auraient une légitimité à venir dans nos pays. Ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas vocation à venir. Et s'ils viennent, ils n'ont pas vocation à rester. Et c'est ce discours de fermeté qui évitera les drames. Et évidemment, il faut aussi être capable d'avoir une vraie politique dans les pays d'émigration. Il faut stabiliser la situation en Libye. Il faut mettre en place des hotspots pour que ceux qui voudraient faire une demande d'asile puissent la faire dans les pays africains et ne pas les faire en arrivant sur le continent européen. Je crois que l'Union européenne n'apportera aucune vraie solution. Il prépare un pacte sur l'immigration dont tout le monde voit bien qui va ajouter du laxisme au laxisme. Et donc, en ajoutant du laxisme au laxisme, on ajoutera des drames aux drames. Un mot sur ces tensions qui montent en Méditerranée orientale entre la Turquie et la Grèce, et Erdogan qui avertit désormais Emmanuel Macron de ne pas chercher querelle à la Turquie et qui le menace même. Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi, dit-il. Est-ce que vous soutenez Emmanuel Macron sur ce sujet ? Oui, je le soutiens dans ce qu'il a pu dire sur la Turquie, qui est une analyse juste, mais maintenant il faut que ça se traduise en actes. La Turquie se comporte de manière belliqueuse à l'égard des nations européennes, de la France notamment, pas seulement d'ailleurs, c'est-à-dire les actions militaires qu'il mène en Libye, les actions militaires qu'il mène au Kurdistan, la pression migratoire qu'il exerce délibérément à l'égard de l'Europe, les insultes qu'il profère, la transformation de la basilique, c'est plus symbolique, mais c'est pas moins important, de la basilique Sainte-Sophie en mosquée. Voilà, tout ça, ce sont des actes d'hostilité affichés à l'égard de l'Europe. Quelle est la réponse des nations européennes jusqu'à maintenant? Absolument rien. Voilà. Erdogan se place dans une logique de bras de fer. Il faut faire le bras de fer. Or, on dispose d'atouts considérables. La Turquie, je le rappelle, en 20 ans... Il faut l'expulser de l'OTAN? Oui, bon, il y a évidemment un sujet. Il y a deux sujets. Il y a la question de la légitimité de l'OTAN sous sa forme actuelle. On se souvient que ça a été construit dans le cadre de la menace soviétique qui n'existe plus. Et évidemment, et la deuxième question, c'est de savoir si la Turquie doit faire partie d'une alliance militaire avec nous, alors que de manière évidente, elle défend des intérêts qui, en tout point, ne sont pas les nôtres. Bon, mais faisons le bras de fer. L'Union européenne a versé 50 milliards d'euros à la Turquie depuis 20 ans.
au titre de la Banque européenne d'investissement, au titre des fonds de préadhésion, au titre des fonds versés pour maîtriser les flux migratoires. Quelle est la réponse de la Turquie? La Turquie nous insulte, nous menace et nous submerge. Bon, donc on peut évidemment arrêter ces subventions européennes, ça c'est la première étape, et on peut même aller beaucoup plus loin. La Turquie est en union douanière, absence de droits de douane, avec l'Union européenne depuis 1995. Voilà. Elle fait l'essentiel de son commerce extérieur sur le marché européen, par ses exportations vers le marché européen. Il suffit de remettre en cause cette union douanière, on peut parfaitement le faire, pour qu'évidemment, immédiatement, ce soit une rétorsion économique dure pour la Turquie. Voilà. Or, non seulement on ne le fait pas, mais aucune de ces menaces n'est brandie. Alors même qu'Erdogan multiplie les provocations. Donc ça pose toujours le même problème. C'est une Union européenne qui, loin de nous donner une force collective, nous donne une espèce d'impuissance collective. Allez, on va passer à l'actualité de votre parti, le Rassemblement national. Et c'est d'abord Marion Maréchal qui a fustigé les Républicains dans une interview ce week-end au journal Le Figaro. Nous allons assister à la mort des Républicains, dit-elle. Écoutez ce que lui a répondu l'un des membres du parti, c'est Renaud Muselier, le président de la région Sud. Il était hier l'invité du grand jury RTL-LCI Le Figaro. C'est elle qui se trompe. Elle, on l'a tuée quand même. Hein. C'est-à-dire on a gagné au régional contre elle, avec le soutien des forces qui ne voulaient pas du Front National. Et quand on regarde aujourd'hui la façon dont on gère la région, donc elle est partie de la région, et son groupe qui était de 42 n'est plus qu'à 31. Donc elle a disparu localement, et son groupe a explosé localement. Et à l'intérieur de sa famille du Rassemblement national, j'ai pas vraiment l'impression qu'elle soit en force pour donner des leçons à quiconque. Donc c'est plutôt elle qui est morte. Pendant que nous, on a gagné plutôt les municipales, à l'exception de Marseille, ou dans l'ensemble de la région où ils étaient soi-disant si forts, on leur a pris une ville, et donc on avance en ce sens. Voilà, c'est plutôt elle qui est morte, répond Renaud Muselier. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Non, c'est de la polémique un peu dérisoire. Marion Maréchal a fait le choix de quitter la vie politique partisane, électorale, donc c'est un choix qu'elle a fait. Et donc elle a été honnête avec les électeurs en quittant aussi ses mandats de député et de conseiller régional. Mais Renaud Muselier, sa tête de liste de l'époque, qui était Christian Estrosi, ce n'était pas Renaud Muselier le candidat, a donné la feuille de route des Républicains pour les prochaines années. C'est de se rallier immédiatement et sans condition à Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, Renaud Muselier lui-même a multiplié les gages ou les déclarations, finalement, de compatibilité, en quelque sorte, avec Emmanuel Macron. On voit bien que les Républicains, aujourd'hui, sont dans une situation où ils se positionnent de plus en plus en supplétif du gouvernement actuel, en supplétif d'Emmanuel Macron, et c'est sans doute pas du tout ce que les électeurs des Républicains attendent. Moi, je ne suis pas en train de me délecter des Républicains qui sont effondrés. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire avant tout m'adresser, tendre la main à ces très nombreux électeurs qui partagent nos constats sur la question de l'immigration, il faut de la fermeté, sur l'insécurité, qui est un des grands angles morts, des grandes faiblesses de ce gouvernement, qui veulent des protections économiques, qui veulent de la liberté d'entreprendre en France, qui veulent baisser la fiscalité. Sur tous ces sujets-là, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs des Républicains qui sont d'accord avec ce que dit le Rassemblement national. Nous leur tendons la main. Parce que qu'est-ce qui vous permet de dire qu'on va assister à la mort des Républicains quand on voit par exemple le résultat des dernières municipales où ils ont emporté plus de la moitié des villes de plus de 9000 habitants? Est-ce que c'est la victoire des Républicains? Est-ce que c'est un parti si mal en point que ça? Les élections municipales, ce sont des maires qui se présentent sans étiquette. C'est le jeu des municipales, d'ailleurs. Quand je dis ça, c'est pas forcément une critique. Mais en réalité, les Républicains, en tant que parti, ne profitent pas de ces victoires municipales parce que finalement, ce ne sont pas des maires qui ont mis en avant leur étiquette politique. Le dernier score en date des Républicains, le dernier résultat électoral en date, c'est à une élection nationale, c'était les européennes il y a un peu plus d'un an. Les Républicains ont fait 8% des voix. Donc je pense que c'est un parti qui est très mal en point, mais il est très mal en point pour une raison très simple. C'est que la ligne politique de Christian Jacob, de François Baroin ou de Valérie Pécresse, c'est la ligne politique d'Emmanuel Macron. Est-ce que sur un seul sujet, sur un seul grand sujet, on peut voir une différence significative entre les responsables des Républicains que je viens de citer et Emmanuel Macron? Sur la fiscalité, par exemple, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec le chef de l'État. Il faudra qu'ils nous disent en quoi. Parce que finalement, ce qu'il a fait, notamment la transformation de l'ISF en IFI, etc., ils avaient l'air de tout à fait d'accord. Oui, il n'empêche, Marion Maréchal redit ce que Robert Ménard, le maire de Béziers, avait dit, c'est-à-dire avec Marine Le Pen, on ne peut pas dépasser le Rassemblement national. Comment faire l'union des droites et est-ce possible avec Marine Le Pen? Mais je crois que c'est même pas la question de l'union des droites. Évidemment qu'il faut s'adresser à ces nombreux électeurs de droite qui sont déboussolés et qui voient que les Républicains ne les défendent plus. Oui, mais au-delà de ça, il faut rassembler les Français. C'est ce que fait aujourd'hui le Rassemblement national. Toutes les critiques sont légitimes et évidemment ceux qui sont à l'extérieur du mouvement ou qui ont quitté
politiques partisanes ont peut-être plus de liberté de ton, et on peut l'accepter, mais la critique, elle doit aussi être constructive, et c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire, y compris à titre personnel à Robert Ménard. C'est qu'il peut pas, il peut très bien voir que nous n'avons pas encore gagné, ça c'est un constat, mais en même temps essayer de participer le plus utilement possible à nos victoires futures. Et je crois qu'aujourd'hui... Vos victoires qui passent par Marine Le Pen, c'est encore elle la bonne candidate pour vous? Il y a un constat simple. Quelle est la force d'opposition à Emmanuel Macron aujourd'hui? Et je dirais même quelle est la seule vraie force politique d'opposition. Mais vous parlez de votre parti, vous ne répondez pas sur Marine Le Pen, Nicolas Bay. C'est le Rassemblement national. Et Marine Le Pen étant la présidente, la dirigeante du Rassemblement national, c'est elle qui a naturellement la légitimité pour concourir, pour mener cette bataille présidentielle. C'est plus un choix de raison qu'un choix de cœur, si vous comprenez bien. Je ne dis pas ça, je dis simplement qu'elle est en situation. Vous savez, la politique est faite de situations. Nous défendons des idées, nous sommes une force politique incontournable. Marine Le Pen est la dirigeante de notre mouvement. Elle a une légitimité assez naturelle à être candidate. Alors, on peut toujours, les uns et les autres peuvent avoir leurs commentaires sur la situation, mais aujourd'hui, je note que derrière ces critiques, il n'y a pas de proposition concrète. Voilà, donc Marine Le Pen se prépare à l'élection présidentielle. Elle l'a dit d'ailleurs avec beaucoup de franchise aux Français, tôt à l'avance. Il y a beaucoup de candidats dans différentes familles politiques qui font mine de ne pas se préparer à la présidentielle, alors qu'en fait, ils pensent qu'à ça. Je pense qu'elle a la franchise, l'honnêteté de le dire. Nous nous y préparons, mais nous y préparons dans une démarche de rassemblement. Alors, nous adressons à tous les Français qui viennent d'horizons parfois très différents et qui peuvent se rassembler sur notre projet de redressement national face à un Emmanuel Macron dont on voit bien qu'il n'a cessé de fragiliser la France sur la scène internationale et peut-être plus encore à l'intérieur depuis 3 ans et demi. Justement, vous parlez de rassemblement. Marion Maréchal, dans cette même interview au Figaro, dit « Quiconque regarde le fonctionnement du Rassemblement national aujourd'hui voit bien que ce n'est pas le rassemblement qui est à l'œuvre. » Vous-même, vous avez été écarté, je crois, de la commission d'investiture du Rassemblement national. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'il n'y a pas de rassemblement? Est-ce que vous avez compris cette décision? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez à l'écart à l'intérieur du Rassemblement national? Vous savez, j'ai un certain nombre de responsabilités dans le mouvement. Je suis membre du bureau exécutif, dans notre groupe parlementaire au Parlement européen, qui fait que j'ai pas besoin d'être membre de toutes les réunions de travail ou présent à toutes les commissions. Mais il vous a été expliqué ce choix? Pourquoi vous avez été écarté, Nicolas Bay? Non, mais encore une fois, c'est une question d'organisation interne qui relève de la responsabilité de Marine Le Pen. J'ai eu l'occasion d'en parler avec elle, mais je ne vais pas... Vous savez, on peut avoir... Mais c'est uniquement l'organisation interne ou c'est votre proximité avec Marion Maréchal? Non, mais ce n'est pas une question de proximité personnelle ou politique. Moi, je suis un des dirigeants du Rassemblement national, et ça n'a pas changé du tout. Pour le reste, on peut avoir, d'ailleurs, dans un parti politique, parfois des discussions, parfois même des différences, et d'ailleurs, autant que possible, c'est bien qu'elles s'expriment à l'intérieur du mouvement et pas forcément sur les plateaux de télévision. Mais honnêtement, est-ce que vous pensez vraiment que ces questions d'organisation sont toutes assez mineures? C'est ce qui intéresse les Français aujourd'hui? Non. Non, mais ça révèle peut-être le rassemblement, l'organisation, en tout cas, et le fonctionnement de votre parti. Moi, ce que je souhaite, en tout cas, c'est que le rassemblement... Est-ce que Marine Le Pen écarte clairement les proches de Marion Maréchal de l'organisation du mouvement? Chacun peut avoir son opinion sur le sujet, trouver qu'un tel serait plus légitime à tel poste ou moins légitime, etc. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, le Rassemblement national se met en ordre de marche à la fois pour les régionales et départementales dans quelques mois, avec peut-être de belles victoires en perspective, se met en ordre de marche pour la présidentielle et législative, c'est-à-dire les grandes échéances nationales pour lesquelles les Français nous attendent. Et moi, je souhaite, et je pense que c'est le cas, que le Rassemblement national soit un vrai rassemblement, c'est-à-dire qu'il ait cette capacité à avoir évidemment des sensibilités qui s'expriment, de personnalités, avec des parcours différents. On l'a vu aux élections européennes, quand vous avez Thierry Mariani, qui est l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui nous rejoint et qui aujourd'hui est à nos côtés et sera impliqué dans les batailles futures, eh bien, on voit bien qu'on a une capacité à rassembler. C'est ça que vous nous dites. Non, je ne dis pas ça, je dis d'une manière générale, des décisions sont prises s'agissant des régionales prochainement. Si vous perdez vos sénateurs dans 15 jours, si vous ne gagnez aucune région, vous allez accréditer cette idée de défaite quasi systématique. Mais pourquoi d'ailleurs on perdrait le siège au Sénat ou pourquoi on perdrait les élections régionales aujourd'hui? L'objectif c'est de les garder, de gagner des régions. C'est quoi l'objectif? Au Sénat, on sait très bien que c'est lié au nombre de grands électeurs. Il y a peut-être des départements où la situation est un peu moins favorable qu'en 2014, mais il y a aussi des départements où elle l'est un peu plus. Les régionales et les départementales, moi je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne voudront pas ni donner la clé des régions au soutien d'Emmanuel Macron,
ni à des présidents les Républicains qui se comportent eux-mêmes comme des soutiens d'Emmanuel Macron. Donc je pense qu'on a la possibilité, peut-être, oui, en effet, de conquérir des régions ou des départements. Et justement, rapidement, il nous reste peu de temps. Nicolas, vous serez candidat, vous, au régional en Normandie ? Écoutez, j'ai fait acte de candidature auprès de nos instances et la décision sera prise dans quelques Ça veut dire qu'elle ne va semaines. Pas de soi. Vous êtes conseiller régional, déjà, de la région normande. Écoutez, moi je considère qu'il y a un fonctionnement interne et que tout le monde, ça doit s'appliquer à tout le monde, y compris aux dirigeants du mouvement. Vous le saurez quand ? La décision sera, on prendra la décision dans le cadre de notre bureau exécutif pour l'ensemble des régions dans les semaines qui viennent. Et merci beaucoup. Merci Nicolas Bay d'avoir été avec nous ce matin. Merci Pascal. Merci. Demain à votre place, Nicolas Bay, ce sera Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. On passe tout de suite au Club des Territoires.